Bienvenue dans ce nouveau webinaire du Cluster EdTech Grand Ouest. On part ce mercredi tout simplement à Rennes, qui est un peu notre port d'attache après avoir été en Normandie, à Nantes, à Lorient et puis 2 fois à Nantes. On revient donc à Rennes pour écouter Aurélien Lemaire, le directeur pédagogique d'Epitech, qui va se présenter et qui va nous partager son retour d'expérience autour de l'engagement des apprenants. Oui, merci Claire pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Aurélien Lemaire. Depuis 1 an et demi, je suis directeur pédagogique d'Epitech Rennes. Alors, Epitech, j'en parle très très vite, hein, c'est une école d'informatique qui a été créée en 99, donc qui a fêté ses 20 ans l'an dernier et qui a été créée sur sur la volonté de faire une école d'informatique en 5 ans du secondaire, basée sur une pédagogie active. C'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché et à cette échelle à l'époque. Donc, c'est une école qui rapidement a trouvé ses étudiants et qui s'est développée à Paris, puis en France et maintenant en Europe. Et donc, on pratique une pédagogie active, une pédagogie par projet. Et c'est dans ce contexte-là que l'engagement des étudiants nous a semblé être quelque chose d'essentiel, puisque sur la base de cet engagement, sur cette pierre angulaire, c'est vraiment là-dessus qu'on construit notre pédagogie, qu'on construit nos actions au sein de l'équipe. Et c'est vraiment avec cette matière première, ce terreau, qu'on les emmène sur le marché du travail après leur cursus de 5 ans. Voilà. Peut-être avant que tu nous racontes l'expérience du confinement sur l'engagement étudiant, est-ce que tu pourrais nous définir ce que pour toi et pour Epitech veut dire un engagement étudiant? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, quand je reçois les étudiants à Epitech quand ils se posent des questions sur leur orientation, que je leur demande 2 choses simplement. La première, c'est la motivation et la deuxième, c'est l'engagement. La motivation, c'est l'énergie qui fait aller vers quelque chose, c'est l'envie, c'est l'appétence, c'est cette énergie positive qui dit on va se diriger, on a envie de. Donc, c'est un petit peu le déclencheur. L'engagement, c'est selon moi cette volonté d'aller au bout, cette volonté de surmonter les difficultés, cette volonté, parce qu'on sait que ça demande des efforts de faire des études, ça demande du travail. Nous, on essaye de rendre ça le plus sympa possible. On gamifie beaucoup nos projets. Néanmoins, ça reste un engagement fort dans le sens où il faut travailler. Donc, avec ces 2 dimensions, motivation et engagement, avec cette volonté d'y aller et cette volonté d'aller au bout, alors je pense que le terrain est propice à une très très belle un très beau cursus et un très beau parcours des étudiants. Et en fait, on le voit très bien avec ces 2 dimensions-là. On a des étudiants, en fonction de où ils se positionnent, qui sont vraiment actifs à la fois dans les projets qu'on leur propose, à la fois dans l'informatique pure, c'est-à-dire qu'ils s'investissent et ils s'intéressent à leurs projets, et d'autres vont aller plus largement s'intéresser à d'autres dimensions. Donc, on pratique la pédagogie par les pairs. J'ai actuellement 6 étudiants qui s'investissent pour aider leurs camarades. C'est aussi un engagement, puisque là aussi, ils ont des actions à mener régulièrement et pendant 1 an dans le cadre de cette pédagogie par les pairs. On a aussi des actions qui sont plutôt orientées sur la fracture numérique, sur le traitement de la fracture numérique. On en a mené à minima une avec le cluster. Où là aussi, j'ai des étudiants qui sont engagés périodiquement pour aller animer des ateliers de code, pour vulgariser les métiers du codage et réduire là aussi la fracture numérique. Donc l'engagement, c'est cette volonté pour moi d'aller au bout, et c'est toujours associé à cette dimension de motivation qui, elle, est l'énergie qui fait aller vers quelque chose.
Donc, quand on veut y aller et quand on veut y rester, c'est vraiment les deux éléments qui permettent d'aller au bout. Donc ça, c'est vraiment la base du contrat pédagogique que j'ai avec les gens qu'on reçoit avant même qu'ils rejoignent Epitech. Moi, je leur dis, je vous demande vraiment deux choses. Vous apprendre l'informatique, c'est notre boulot. Maintenant, la motivation, cette véritable envie de faire vos études, mais surtout au-delà, hein, c'est-à-dire d'en faire votre métier et puis de passer une bonne partie de votre début de carrière, au moins dans la thématique du numérique. Ça, c'est très important. Et l'engagement, là aussi, c'est une dimension un peu de caractère, de volonté. Aller au bout des choses pour en être satisfait et puis pour progresser aussi et surmonter les différentes difficultés que vous allez rencontrer, parce que Epitech est aussi une pédagogie basée sur l'expérience. On a assez peu de briefs en amont quand on propose des sujets à nos étudiants. On les met face à des projets, face aux difficultés, à eux derrière d'aller surmonter ces difficultés, de mobiliser les moyens qui sont assez nombreux, les moyens qu'on leur met à disposition pour surmonter ces difficultés et à ce moment-là, effectivement, apprendre par l'expérience et ensuite dégager les concepts issus de cette expérience. Donc voilà un peu le sens de l'engagement. C'est quelque chose qu'on nourrit. Alors c'est essentiel évidemment pour aller de l'avant. C'est quelque chose qu'on nourrit par toutes les actions qu'on met à l'école, qu'on met en place à l'école. C'est quelque chose qui va être nourri par une grande autonomie. Autonomie, mais avec beaucoup d'accompagnement. Donc là, c'est toute l'équipe pédagogique qui est au contact des étudiants. C'est un panel d'activités assez large pour arriver à être pertinent par rapport à différents profils d'étudiants aussi. C'est la possibilité pour eux de proposer des activités et de mettre en œuvre des projets qu'on ne leur impose pas, c'est-à-dire voilà, certains vont me dire, moi j'aimerais progresser sur tel ou tel techno, j'aimerais monter, je ne sais pas, un serveur audio avec un Raspberry Pi, j'aimerais programmer tel robot. Nous, on dit pas de problème. On monte le projet ensemble et dans le cadre du hub d'innovation, ils peuvent là aussi proposer des choses et mener des projets qui sont à leur initiative. Donc voilà, on a plein d'activités qui vont nourrir cet engagement, qui vont nourrir cette motivation, cet engagement et qui vont leur permettre de progresser et de réaliser leurs études de cette façon. Merci Aurélien. Je trouve que cette notion d'engagement, ouais, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, elle me semble particulièrement intéressante. Ce que je vous propose, puisqu'on n'est pas très nombreux, tout simplement, c'est peut-être avant que tu nous décrives ce retour d'expérience, si les uns et les autres, vous voulez réagir sur le chat sur cette notion d'engagement dont on n'a encore pas parlé au sein du cluster, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez lever la main pour voilà, partager en direct sur à la fois cette notion d'engagement et puis sur les retours que vont pouvoir nous faire Aurélien. C'est un indicateur, en tout cas, à la fois une matière première et un indicateur important, l'engagement, parce qu'on voit que quand cet engagement il est présent, on a des étudiants qui performent en fait, hein, qui vont très très vite sur des trajectoires d'apprentissage intéressantes et qui progressent très vite et qui finalement se libèrent du temps aussi. Donc on a ce qu'on pourrait qualifier d'étudiants performants qui se libèrent du temps pour d'autres choses. Par contre, quand cet engagement est vacillant, quand on sent qu'il y a des questions qui se posent, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que j'ai choisi la bonne orientation, c'est là à nous de détecter ça très très vite et puis d'en échanger avec l'étudiant. Mais c'est là où on voit que les résultats commencent à être moins bons, que parfois la présence peut être impactée aussi. Donc tout ça, ce sont des indicateurs et l'engagement, il est vraiment, il se traduit par différentes observations, on en parlera tout à l'heure, par différents indicateurs. Mais par contre, la synthèse de toutes ces observations fait qu'on arrive à voir bien comment se situe l'étudiant à la fois dans l'engagement et dans sa scolarité. Alors, Stéphane Ouais, pose on une va laisser question. Stéphane peut-être poser sa question directement à toi, Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane.
Non, bah, c'était ouais, bah, pour rebondir, puisqu'il y avait un appel à poser des questions, bah, c'était effectivement, tu l'as un petit peu évoqué. Quels sont les indicateurs que tu mets en place pour mesurer cet engagement et faire en sorte qu'effectivement il puisse s'appuyer, enfin, ton évaluation au fil des, je crois que c'est plusieurs années qui sont présents à l'Epitech. Oui. Comment au fil des années tu as des tableaux, des indicateurs et un suivi de cet engagement qui soit non pas euh, mesuré de manière voilà, perceptible, mais plus factuelle sur des données, sur des indicateurs et sur un suivi, quoi. Oui, alors il y a plusieurs. Alors merci pour la question, parce qu'effectivement, ça faisait vraiment partie des sujets qu'on allait aborder, et ça fait partie des questions que je me suis posées en début de confinement. À savoir, finalement, on peut parler des deux aspects, à savoir le factuel, les indicateurs et la perception qui est importante. Bon, voilà, en mode classique à Epitech, on a des indicateurs de présence, on a des indicateurs de délai, on a des indicateurs de rendu qui viennent mettre des chiffres, et puis évidemment toutes les évaluations, qui viennent mettre des chiffres assez régulièrement, puisqu'on est en contrôle continu, puis il y a des activités très récurrentes sur la présence, les résultats et la participation aux activités des étudiants. Donc là, qui est à la fois en mode, basé sur des outils numériques maison et à la fois basé sur les observations de l'équipe. Et puis après, on a tout ce qui est de l'ordre des échanges avec les étudiants qui là aussi sont très fréquents. Et à l'aune du confinement, la question qui s'est posée, c'est comment arriver à maintenir cette visibilité sur nos étudiants avec plusieurs questions ou plusieurs limites. On ne les voit pas, on ne les a pas à côté de nous. Donc, première limite, c'est vraiment quelque chose qui, moi je me suis aperçu, ça nous a impacté fortement de ne pas voir les étudiants, parce que ça, même sans forcément échanger avec tel ou tel, c'est voilà, on perçoit des choses, on a des intuitions, après à nous de les rendre factuelles ou de les caractériser. Mais déjà, c'est une information qui est quand même pas à négliger. Et ensuite, effectivement, au-delà des indicateurs basés sur la présence, basés sur la participation, basés sur les résultats qu'on avait naturellement, comment mesurer l'impact du confinement sur leur humeur, sur leur bien-être, et donc, par transitivité, l'impact qu'il peut avoir sur l'engagement. Donc là, on a mis en place une solution assez rapidement qui s'appelle Team Mood. Donc, je voulais faire un petit focus sur cette solution parce qu'elle nous a apporté là aussi des indicateurs intéressants. Donc, Team Mood, c'est un Nico Nico. Donc, Nico Nico, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les pratiques agiles, dans les pratiques de gestion de projet agile en informatique, pour mesurer le bien-être d'une équipe. Voilà, de façon très synthétique, tous les matins, on pose à chaque membre de l'équipe, on lui propose de mettre un smiley. Ça va pas, ça va moyen, ça va bien, ça va super, et avec l'agrégation de ces retours, on graphe. Donc, on voit quotidiennement déjà comment sont les gens. Voilà, si tout le monde met un smiley pas top, ça veut dire qu'il y a peut-être un sujet à aborder au sein de l'équipe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a peut-être été mal perçu. En tout cas, il y a une action. Quand les smileys sont au top, c'est toujours intéressant. Par contre, c'est bien de voir quelles sont les transitions vers le bas pour pouvoir intervenir. Donc, on a mis quelque chose de la sorte au sein de différentes promos avec nos étudiants, donc nos étudiants des 3 premières années du cursus, pour voilà, qu'on puisse mesurer un peu comment eux se sentaient, sachant que certains étaient évidemment potentiellement isolés, certains avaient potentiellement des problèmes d'ordre outillage pour accéder au réseau, accéder aux conférences. Donc voilà, là, tu as mis des captures d'écran de Team Mood. On a posé donc cette question et puis on avait quand même un bon taux de réponse.
Donc, les étudiants disaient comment ça se passait chaque jour. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, cette humeur, alors elle est globalement assez constante. Par contre, individuellement, ça pouvait varier. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui avaient plutôt une bonne dynamique dans le cadre du confinement, puis à un moment donné, coup de mou, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est là où justement on fait intervenir pour essayer de apporter un message adapté pour que ces étudiants puissent repartir plus positif. On a eu cet outil qui nous a été d'une grande aide parce qu'il nous a permis de mesurer cette humeur et de catégoriser par promo, parce que les enjeux de chacune des années sont évidemment différents et pas forcément synchronisés dans le temps. Donc, c'était bien d'avoir une approche plus précise par promotion. Donc, ça, c'est une vision un peu globale des différentes promos. Donc, voilà, là, on a un graphe des humeurs. On a la même chose en camembert où on peut voir jour après jour ce qui se passe. On a la possibilité aussi, au travers de cette solution, de recueillir des verbatims d'étudiants pour savoir qui s'expriment tout simplement. Donc, ils sont plutôt bien emparés de cet outil. Ça a été assez impressionnant puisque dès les premiers jours, ils ont commencé à là aussi s'exprimer au travers de l'outil. Donc, il y avait vraiment de tout. Il y avait à la fois des messages très positifs, ça va super, le projet là, je m'en sors très bien, ou à la fois au contraire des messages un peu d'alerte, quoi. Tiens, là, je suis un peu isolé, là, j'y arrive pas. Et ça nous permettait de revenir vers eux et puis d'aborder les différents sujets. Puis voilà, une répartition des humeurs. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que si ça pouvait évoluer individuellement, globalement, quand même, les courbes d'humeur sont assez lissées. Voilà, cet outil-là, il nous a permis vraiment de mettre des indicateurs sur une partie qui était un petit peu intangible et nouvelle dans le confinement, à savoir comment ils vont nos étudiants, est-ce que la situation a vraiment modifié leur façon de travailler, est-ce qu'ils sont en situation de travailler. Donc on a pu avoir déjà des indicateurs basés là-dessus. Évidemment que ce n'était pas la seule chose qu'on a mise en place. Derrière, il y avait nos indicateurs traditionnels basés sur la présence aux activités. Là aussi, c'était un enjeu. On a des activités projets qui viennent jalonner les différentes étapes des projets qu'on leur propose. Donc, on a des activités de lancement, des activités de contextualisation, des activités de suivi, des activités de clôture, etc. C'était important pour nous de voir si la présence, la participation à ces activités avait été impactée par le confinement ou pas. Assez peu finalement, mais c'est quelque chose auquel on a évidemment porté une grande attention, puisque les projets, évidemment, s'ils ne participent pas aux activités de lancement, ça devient difficile derrière pour avoir tous les éléments pour bien suivre les différents projets. Donc, on a mesuré ça assez finement, on l'a graphé également. On a derrière appelé énormément. Donc là, on n'est pas vraiment dans la mise en place de la solution, mais on a beaucoup appelé nos étudiants presque en continu. Vraiment là, c'est dans le sensible, c'est pour remplacer les yeux qu'on n'avait pas. On faisait des visios avec eux, on utilise Teams de façon très intensive à Epitech. Et là, en l'occurrence, on a fait beaucoup de visio avec eux pour pouvoir échanger. Alors, des fois, ça prenait 2 minutes parce que tout allait bien et puis l'étudiant était sur un rail normal, positif. Des fois, il fallait prendre plus de temps, y revenir pour pouvoir travailler avec un étudiant sur les difficultés qu'il rencontrait. Certains étaient d'ordre, certaines difficultés qu'on a rencontrées, c'était lié à l'isolement, par exemple. On a, dans toutes les populations, des gens qui sont assez portés vers le social, vers la relation sociale, vers le rapport à l'autre. Et ces gens-là ont été plus fortement impactés par le confinement que d'autres.
Et donc, il a fallu évidemment échanger avec eux pour leur dire de peut-être retourner chez leurs parents ou de multiplier les contacts à distance, évidemment, mais mais en tout cas de retrouver du contact humain parce que c'était vraiment un de leurs points les plus importants. On a Donc, aussi Aurélien, en fait, ce qu'on entend, c'est que Teamwood était vraiment un outil de suivi, un indicateur sur l'engagement des étudiants. Et à partir de cet indicateur, vous avez mis en œuvre des actions surtout individualisées. En fait, ce que j'entends. les deux. C'est Les les deux. deux. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas parlé des actions de groupe, mais on a maintenu, comme on le fait d'ailleurs dans le cadre normal, dans le contexte normal, on a maintenu des amphis de promo, on a maintenu des échanges avec les groupes de travail qui sont créés sur tel et tel projet. Donc là, c'est des choses qu'on fait de toute façon naturellement dans le cadre des cursus. On les a un peu intensifiés là pour arriver à bien déjà les faire partager, les faire se retrouver et arriver à bien sentir ça. Et puis, on a mis en place également plein d'activités extrascolaires, ludiques, pour là aussi se retrouver et maintenir cet esprit de promo, cet esprit de groupe. Donc ça va du café confiné, apéro confiné, à mise en place de challenges. Donc il y avait la solution Memrise, qui est une solution d'apprentissage des langues. Donc on leur a demandé, on leur disait, voilà, si celui qui a le plus de points sur Memrise dans la semaine, il gagne un petit truc. Ce genre de choses-là, ce genre de petits défis, ça marchait bien. On a sollicité aussi notre BDE pour proposer des activités. Donc, on a mis en place des serveurs de jeux, un serveur Minecraft, en se disant que c'était mieux qu'ils puissent jouer avec nous plutôt que jouer par ailleurs, où certains sont assez exposés effectivement à de la dispersion et pouvaient avoir du mal à organiser leur temps avec la tentation du jeu, si je puis dire. Merci. Donc voilà, ça a été à la fois de l'observation et effectivement, Teamwood, les indicateurs qu'on avait avant et les appels de l'équipe nous ont permis d'avoir une vision assez globale et complète de nos étudiants. Et puis derrière, des actions pour maintenir cette cohésion, maintenir cet engagement et puis rester dans un cadre fun, ludique, qui fait partie intégrante de l'esprit de l'école. Voilà, pour répondre à ta question, Stéphane. Merci. Est-ce que peut-être avant d'échanger entre nous sur qu'est-ce que ça nous inspire pour notre quotidien et nos métiers respectifs, est-ce que vous avez les uns ou les autres d'autres questions? Il y en a une de Stéphane, je vois. Est-ce que Edwige ou Raphaël, vous en avez aussi? Non? Donc, peut-être une nouvelle question de Stéphane. Est-ce que l'expérience de confinement va faire évoluer l'organisation de la formation à Epitech? Alors, peut-être, certainement, j'espère. En tout cas, la question ne m'appartient pas complètement, puisque Epitech fonctionne en réseau et la pédagogie qu'on déploie, elle est synchronisée sur les différentes entités, sur les différentes écoles du groupe. Donc, c'est clairement une discussion qui est prévue, savoir comment faire ce retour d'expérience partagé avec les différentes écoles du groupe pour en tirer des conclusions, des axes d'amélioration, des nouvelles pratiques et comment faire évoluer cette pédagogie. On a vu là que on avait déjà des indicateurs sur la réussite des étudiants, sur l'engagement des étudiants suite au confinement. On a vu que cette période de confinement avait eu peu d'impact sur les résultats de nos étudiants. Par ville, par projet, au global. Les indicateurs ont vraiment très très peu varié, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que la phase distancielle qu'on a menée en s'adaptant au contexte, finalement, elle a
permis d'obtenir des résultats qui semblent, je n'ai pas les derniers résultats, mais en tout cas j'avais des résultats intermédiaires qui semblent être à l'image de ceux qu'on avait avant. Donc, ça fait des méthodes supplémentaires qu'on pourrait utiliser avec des résultats bons et qu'on pourrait bien sûr améliorer. Donc, ça, c'est clairement des échanges qu'on va mener avec l'équipe de direction bientôt, avant la fin de l'année. Et à l'échelle locale, ça ouvre des perspectives. Ne serait-ce que Teamwood, c'est clairement une application que je pense on réutilisera pour là aussi mesurer l'engagement, non pas en mode un peu défensif dans des phases particulières, mais plutôt vraiment dans des phases importantes de la pédagogie épithèque. Donc, je pense aux piscines, qui sont des rituels d'entrée dans l'école au cours desquels on apprend à découvrir l'école, le modèle pédagogique, la promo et puis l'informatique accessoirement, c'est les premiers pas. Donc là, on a vraiment des animations qui sont très codifiées, très scénarisées et c'est intéressant de mesurer sur ce mois de piscine comment évolue l'engagement des étudiants au fur et à mesure où ils évoluent dans cette piscine. Donc oui, Teamwood sera certainement un des outils qui sera réutilisé dans une phase précise. Ensuite, l'enseignement à distance. Donc là, c'est des échanges qui sont en cours, mais certainement que la rentrée aura aussi, il restera des contraintes liées à cela. Donc l'enseignement à distance est certainement quelque chose qu'on va là aussi reproduire, améliorer, outiller différemment. Voilà pour la partie organisation des formations. On a également cette réflexion pour les 5e années d'Epitech qui sont amenés à pouvoir suivre des ateliers spécifiques, plutôt de spécialisation ou d'expertise sur plusieurs thématiques. Ces ateliers sont répartis sur toute la France, majoritairement à Paris, mais il y en a aussi en région. Là aussi, ça peut être intéressant d'intégrer le distanciel, ne serait-ce que pour faire des économies de trajet et évidemment des économies d'argent. Donc, sur plein d'axes, le confinement, en tout cas, a été intéressant puisqu'il y a pas mal de solutions d'animation différentes aussi qui ont été mises en place dans les différentes écoles régionales. Et donc, partager ces expériences, en faire la synthèse, voir ce qu'on peut améliorer. Oui, c'est clair que c'est un travail qui doit être fait et qui va nous permettre là aussi, soit d'apporter des méthodes complémentaires, supplémentaires, soit d'adapter celles qu'on a déjà pour les rendre encore plus efficaces ou plus adaptées à différents contextes. Ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, avec cette période de confinement, c'est que finalement, que ce soit sur le plan de la pédagogie ou même plus largement sur le fonctionnement de l'école, sur le recrutement des étudiants, on a tous été mis face au fait accompli, c'est-à-dire voilà, confinement, pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour maintenir le fonctionnement des différentes activités de l'école? Donc pour la pédagogie, ça s'est vraiment très bien passé parce que Teams a été vraiment une grande aide et on l'utilisait déjà. Pour le recrutement des étudiants, pour nos activités de présentation des écoles, on n'avait plus la possibilité de faire des journées de portes ouvertes, donc on s'est adapté. On a fait des conférences live, on a fait des webinaires, on a fait plein de nouvelles activités aussi pour maintenir cette activité de réseau qu'on pouvait avoir. Donc voilà, les solutions, elles ne sont pas encore toutes identifiées. C'est évidemment en cours de réflexion parce que là, on est dans la fin de l'année, donc il y a des enjeux à chaud qui sont encore importants à traiter. Dès lors que ces enjeux seront traités, on passera effectivement au retour d'expérience à froid. Il y a quelques questions là de Rachel et Edwige avant qu'on passe sur nos conclusions pour nous.
La première question de Rachel, c'est, je vais peut-être vous laisser la dire, Oui, Rachel. oui, tout à fait. Merci tout d'abord pour ce retour d'expérience très intéressant. Et moi, j'avais une question sur quel dispositif avez-vous mis en place pour votre enseignement à distance? Parce que du coup, vous parlez de Teams principalement pour les échanges et l'accompagnement individuel ou en groupe. Et du coup, est-ce que vous avez mis en place d'autres dispositifs, même si vous êtes très orienté pédagogie par projet, donc j'imagine pas mal d'autonomie des étudiants? Alors oui, il y a eu plusieurs dispositifs, principalement liés à de l'outillage. Alors quand je parle de Teams, en fait, on est dans de l'outillage, plus l'outillage de communication que de l'outillage pédagogique, puisque Teams et la solution Microsoft, elle peut aussi être utilisée dans un contexte pédagogique, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on a par ailleurs notre LMS qui gère ça très bien. Donc Teams a vraiment été une solution qu'on a mise en place pour faciliter la communication. C'est pas la seule. On a pu aussi utiliser Discord. Là aussi Discord parce que c'est plus efficace pour le vocal que Teams tout simplement, et c'est un outil qui est mieux connu par les étudiants. C'est un outil qui est issu du jeu. Donc Discord a été là aussi assez utilisé, plébiscité par les étudiants, puisque ils ont l'habitude, c'est assez efficace, il faut le dire, et ça se prête bien à toutes les activités de groupe. Et à un moment donné, le coach de l'école, on avait mis en place aussi des sessions de coaching, le coach de l'école me disait que la non-présence d'un étudiant sur Discord était un indicateur d'engagement. C'est-à-dire que l'outil était tellement répandu, tellement utilisé, que le fait de ne pas avoir un étudiant sur Discord, ça pouvait poser question. Donc, on avait ces deux outils-là pour l'outillage. Ensuite, on a quand même rencontré certaines limites dans le cadre de ce confinement qui s'est globalement très très bien passé. Maintenant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et notamment toutes les activités fortement présentielles, à savoir les examens. Donc, on en a de deux types. On a les examens d'anglais qui permettent, sur la base d'un équivalent TOEIC, qui permettent d'évaluer le niveau d'un étudiant dans le cadre du niveau d'anglais d'un étudiant. Et c'est important pour nous puisqu'on demande un niveau minimal pour pouvoir passer en année supérieure. Niveau qui s'incrémente année après année. Donc, ces examens d'anglais, ils sont importants pour nous parce que c'est aussi des marqueurs de niveau. Bon, voilà, on ne pouvait pas les passer. En tout cas, on pouvait les passer. Par contre, on ne pouvait pas les surveiller et garantir qu'il n'y avait pas de triche. Donc, on a permis aux étudiants de passer les examens blancs, si je puis dire, pour pouvoir évaluer leur niveau. Par contre, c'était pas comment dire, ça permet pas de garantir le passage. Donc, on a apporté des solutions complémentaires basées sur Alticia, donc, qui est une solution qui permet là aussi l'apprentissage des langues, permet de faire des parcours pédagogiques adaptés pour l'apprentissage des langues. Et on a mis quelques-uns de nos étudiants sur cette plateforme-là pour avoir des parcours accélérés en langue. Pour le reste, la pédagogie qu'on met en place est beaucoup basée sur l'échange. Donc, on a réussi vraiment à faire la transition vers à déplacer ces échanges en distanciel via les outils Teams, et ça a assez peu impacté notre activité. Donc, vraiment, les nouveautés sont plutôt sur mesure de l'engagement. Voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place comme outils, comme mesures, comme actions derrière sur la base de ces mesures, plutôt qu'un outillage pédagogique à proprement parler. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de Edwige. Je vous laisse la parole, Edwige, pour la poser. Bonjour. Oui, je voulais savoir, Aurélien, si par ce confinement, vous envisagez de développer, de construire des formations 100% à distance. Pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler.
En tout cas, à distance, oui, le 100% reste une question. Donc, ce que je disais, c'est que tout à l'heure, c'est que pour la 5e année, oui, une part de distanciel est à l'étude. Pour répondre plus précisément à la question, c'est envisagé sur des cursus différents. En tout cas, on va en faire l'expérience. On a à Epitech plusieurs formations. Donc là, j'ai parlé de notre formation principale, formation grandes écoles. On a des formations alternées également. Et puis, on a des formations plutôt orientées formations professionnelles qui sont plus courtes, qui sont plus intenses et pour lesquelles on va effectivement faire le test de la formation à distance pour voir si elle répond bien aux attentes des gens qui s'y inscrivent. Oui, pour ma part, c'est un peu le cas de tous les centres de formation ont réfléchi en fait à transformer certaines de leurs formations. Effectivement, ce sont souvent des formations plus courtes. Et moi-même, quand j'ai eu à faire une formation, j'avais le choix avec une formation mixte ou 100% à distance. Et le retour du formateur nous avait expliqué qu'effectivement, il y avait une application et donc un engagement souvent plus fort sur le 100% à distance que finalement sur la formation mixte, où les gens attendaient le présentiel pour travailler, alors que les personnes qui étaient 100% à distance avaient un engagement beaucoup plus régulier et tout au long de la semaine. Donc, bon, moi, je l'avais fait en janvier, hein, enfin, ouais, mais pour des formations courtes. Donc, je voulais savoir si effectivement, pour des cursus plus longs, c'était aussi envisagé dans certaines écoles. Pour les cursus plus longs, actuellement, c'est pas, en tout cas, j'ai pas eu vent du sujet. Pour les formations courtes, oui. Donc c'est ce que je disais à l'instant. La période de confinement là a été assez particulière puisque sur ces formations, on a commencé en présentiel et on a dû évoluer vers le distanciel. Donc là, c'est cette transition là qui a été un peu particulière sur ces formations-là. Maintenant, dès lors que les choses sont clairement établies au démarrage, alors soit du présentiel, soit du distanciel, soit pourquoi pas un mix des deux, mais en tout cas que les modalités sont claires, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir tester et faire évoluer avec une part de distanciel, pourquoi pas 100% si ça semble pertinent. Voilà. Répondre à la question de Sylvie, est-ce que la période de confinement a permis de créer plus de synergie entre les écoles du groupe, de monter des challenges inter-écoles, inter-campus qui auraient contribué à un engagement plus fort des étudiants? Alors, naturellement, c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre d'Epitech et même plus largement du groupe Ionis qui porte Epitech. Il y a des synergies entre les écoles, il y a des activités qui vont là aussi mixer les compétences, mixer les origines des étudiants. Donc l'enjeu n'était pas tellement de les mettre en place, mais plutôt de les maintenir, ce qui a été fait. Ce qui a été fait pour bonne partie d'entre elles, hein, toutes n'ont pas pu être maintenues parce que certaines étaient prévues justement au moment du confinement. Donc là, voilà, on avait besoin de se configurer un petit peu pour ça. Mais on a notamment des game jams à Epitech qui sont planifiées au mois de mars et qui sont importantes parce que là aussi, ça fait partie du cursus des étudiants que de participer à ces hackathons, à ces game jams, à toutes ces activités créatives et de réalisation. Donc là, on a pu les maintenir à distance et en fait, ça s'est super bien passé avec Discord, puisque il y avait cette facilité de communication et une bonne mobilisation de l'accompagnement de l'école pour animer ces événements-là. Et on a eu des projets issus de cette Game Jam qui étaient vraiment intéressants. Voilà. Donc, on a maintenu effectivement les activités inter-écoles, les challenges, et on les a portés à distance. Ok, merci. Cette expérience pendant le confinement a été réussie parce que aussi c'est un public qui est déjà
certainement plus habitués à échanger ou par les jeux en ligne, etc. Donc, bien évidemment, je pense qu'ils étaient plus facilement enclins à animer ou à participer à une communauté. Moi, pendant le confinement, j'ai aidé une collègue à construire une plateforme, la e-learning, mais par rapport à une formation d'insertion professionnelle. Et eux, leur difficulté, c'était de maintenir justement cette formation à un public qui non seulement n'était pas équipé, tous correctement au niveau informatique, et qui ont du mal en fait à se révéler ou à se dévoiler. Donc, je pense que c'était là la difficulté pour certaines formations. Après, moi, j'ai entendu beaucoup, ce qui était important, c'était le lien qui était maintenu entre les personnes d'une même formation. Il y avait de la vidéo, il y avait des appels téléphoniques. Teamwood, c'était apparemment très bien parce que ça aussi permettait d'engager son humeur et de présenter ce que l'on pensait, ce que l'on vivait au quotidien. Donc, on reste vraiment présent dans la formation dans ces conditions-là. Donc, voilà ce que je retiens, moi, c'est que le distanciel, oui, mais toujours avec un accompagnement humain et un échange humain dans cette formation-là. Merci. Rachel, tu veux nous partager aussi ce que ce retour d'expérience t'inspire? Oui, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, comme le disait Edwige, c'est la partie Teamwood, enfin en tout cas l'utilisation de cet outil. Et moi je trouve ça chouette de pouvoir aller s'inspirer dans d'autres métiers, et notamment là s'inspirer des méthodes agiles et d'intégrer ça dans le cadre d'une école et du suivi des apprenants, et de pouvoir un peu aussi avoir des retours sur l'humeur et l'état d'esprit dans lequel se trouvent les personnes. Voilà. Alors, nous, on ne l'a pas forcément fait, mais certaines écoles du groupe ont mis, en parlant des méthodes agiles, ont mis des équivalents stand-up meeting quotidiens. Moi, je l'ai fait au sein de l'équipe. Par contre, certains l'ont fait avec les groupes de travail, certains l'ont fait avec les promos entières. Donc là, bon, c'est plus un stand-up meeting parce que ça regroupe beaucoup de monde. Mais par contre, ce point synthétique quotidien, matinal, d'explication des enjeux de la journée, des activités et des éventuelles difficultés, ça a pu être là aussi une action qui a été mise en place dans certaines des écoles. Hubert, tu partages aussi ce que ça t'inspire? Ouais, alors moi ça m'inspire effectivement l'utilisation de Teamwood. Je trouve ça intéressant parce que pour avoir vu ces problématiques-là dans d'autres structures, il y avait ce côté où on suppose l'engagement, etc. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un outil qui la mesure. Et après, dans les choses que j'ai trouvées intéressantes aussi, c'est l'utilisation de Discord, parce que c'est vrai que Teams, c'est bien, mais c'est souvent un peu rigide pour les étudiants. Et là, vous êtes allé sur leur terrain, parce que j'ai des promos dans le jeu vidéo, ils sont à fond sur ces outils-là. Et c'est bien d'être allé sur ces outils, parce que du coup, vous êtes allé dans leur univers, et je pense que ça, c'est intéressant dans la démarche aussi. Donc, je trouve que c'est une belle expérience. Bon retour. Merci. Dylan,